Donc, on va répondre aux questions essentielles. Voilà. Maintenant, c'est pour tout simplement pour revenir sur ce que M. Samb, c'est lui qui a finalisé avec le domaine 3, alors qu'il y avait le domaine 4. Donc, mais ce n'est pas par hasard. Parce que vous savez que ce sont les scientifiques qui ont créé la philosophie. Les gens qui ont cherché à expliquer le principe originel qui est à l'origine du monde, c'était les pré-socratiques, avec les Ioniens, les pythagoriciens, etc. Quand vous faites le rapport, les pythagoriciens, ils sont partis de la matière, comme l'a dit l'artiste. Pythagore est parti des idées. Maintenant, il dit que ce sont les idées qui gouvernent le monde et Dieu est un nombre. Donc, quel est le principe qui a créé le monde? Là, facilement, ça s'entend que c'est l'invisible. Donc, vous voyez le rapport rapidement qu'il y a là. Maintenant, ça, c'est la première remarque. Maintenant, la deuxième remarque, c'est-à-dire en répondant aux questions, vous allez voir que, bon, on ne peut pas répondre de façon individuelle à toutes les questions. Maintenant, en série, il y a 4 domaines et il y a la méthodologie. Parce que la méthodologie, ça permet à chaque élève, devant une dissertation ou bien un commentaire, de s'auto-évaluer lui-même. Donc, dissertation et commentaire, ce sont des méthodes d'évaluation, de jauger la capacité de l'élève à comprendre, à réfléchir, à analyser et à discuter. C'est un CRAD, pour simplifier. C-R-A-D. Donc, pour commencer, pour être rapide, je commencerai par le langage et la... Il y a des élèves qui ont posé des questions sur le langage. Qui n'a pas encore commencé à philosopher, qui n'a pas encore commencé à parler, n'a pas encore commencé à philosopher. C'est l'importance du langage en philosophie. Et on parle quelle langue? Ce n'est pas notre langue maternelle. On parle dans la langue de l'autre. Maintenant, il y a des élèves qui posent la question, qu'est-ce qui précède entre la parole ou le langage? La parole ou le langage précède-t-il la pensée? L'autre, c'est, y a-t-il une différence entre pensée et langage? Vous savez que ces deux questions-là presque se recoupent. Et il y a un élève qui pose la question, c'est quoi la morale? Moi, je partirai tout simplement des deux questions-là pour faire un recoupement et montrer que, mais dans le langage, il y a la morale. Quelqu'un qui parle, mais il doit contrôler ce qu'il dit. Mais comment doit-il contrôler ce qu'il dit? Et vous savez qu'on vous dit, qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est un animal métaphysique. Ce n'est pas n'importe quel animal. C'est un animal qui a une raison et qui réfléchit. Et quand l'homme réfléchit, dès que vous dites qu'est-ce que l'homme, la première définition, c'est vous dire que l'homme, d'abord, est un animal moral. L'animal ne distingue pas ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Déjà, maintenant, la science de la morale, c'est l'éthique. Et l'éthique, c'est la théorie de l'action qui mène l'homme, qui amène l'homme à bien se conduire pour accéder au bonheur. Donc la morale, c'est toutes les valeurs que la société inculque à l'homme pour lui permettre de bien vivre, de bien parler et de bien se comporter. Et même dans l'environnement, de respecter l'environnement. Il y a une morale environnementale. Et sur ce plan-là, les Sénégalais ont de sérieux problèmes. Quand ils parlent, c'est un problème. Quand ils agissent, c'est un problème. Et vis-à-vis de leur environnement, il y a des problèmes. Donc vous voyez que la morale englobe tout. Et d'ailleurs, quand vous entrez dans la définition de l'homme, la première chose, c'est la morale. Deuxièmement, il y a le travail. Troisièmement, non, la politique. La politique, elle est éthique, elle est morale. Vous prenez le travail, il y a la morale professionnelle. Vous prenez le langage, il y a la morale dans le langage. Et vous prenez l'art, mais dans l'art, il y a l'éthique. Les artistes sont des éducateurs. Et vous êtes dans la culture. Donc, toute société donne à l'homme une culture. Et dans la culture, il y a une éthique et une morale qui est le soubassement de toute action humaine. Maintenant, qu'est-ce qui précède entre le langage et la morale? Le Wolof dit que, balaga waxati, khalatal ba pare. Mais les philosophes, je vous ai dit qu'il y a toujours un désaccord thèse-antithèse. Entre les philosophes, quand on dit que le langage exprime la pensée, il y a d'autres qui disent que est-ce que le langage peut exprimer réellement ce que l'on ressent au fond de soi-même. Et d'ailleurs, je taquine les élèves en leur disant que des fois, la philosophie est amour. Mais il y a l'amour entre les hommes. Mais quand deux jeunes hommes disent à une fille, les trois disent, chacun d'entre eux dit « je t'aime ». Mais est-ce que le langage exprime réellement ce que les deux élèves-là ont dit
ce qu'ils ressentent par rapport à la vie. Il y a un problème. Ce qu'on me dit peut être vrai ou faux. Maintenant, est-ce que le langage précède antériorité du langage à la pensée ou bien postériorité? Mais certains philosophes disent qu'effectivement, il y a antériorité. Mais d'autres disent que non, il n'y a pas antériorité. Au moment où je pense, je parle. Et d'ailleurs, quand on revient maintenant à l'enfant qui vient de naître, mais l'enfant, quand il vient de naître, il voit, il entend, mais il ne parle pas. Et le langage devient un produit de la société. Mais au moment où l'enfant apprend à parler, mais est-ce qu'il n'est pas en train de dire exactement ce qu'il ressent? Quand l'enfant prononce le premier mot, Yaï, Nan, mais est-ce qu'il n'est pas de dire ce qu'il a ressenti? D'ailleurs, c'est pourquoi je vous dis, les gens qui sont ici, ils ont parcouru les 4 domaines. Et les 4 domaines, et la méthodologie, c'est pour évaluer la capacité de quelqu'un à réfléchir. Mais avant ça, il y a effectivement... Ah, man base là. Mais je continue, c'est pas un problème, parce que moi, j'ai l'habitude de parler sans micro. Bon, c'est pour dire que rapidement, hein, pour être précis, c'est pour dire que il y a toujours thèse, antithèse dans le langage. Ne dites jamais qu'il y a antériorité ou postériorité. Dites oui, mais. Et vous réglez votre problème. Est-ce que le langage précède la pensée? Il y a un oui, c'est certain. Il y a certains qui défendent la thèse de l'antériorité de la pensée au langage. Wolof nak mom li wax mom dégg ngeen ko. Wolof da né bala nga waxati xalaatal ba paré. Ah donc le wolof day xalaat ba paré il choisit ses mots avant de parler. Mais est-ce que simultanément quand on réfléchit, on n'est pas en train de parler? C'est-à-dire que c'est un dialogue intérieur de l'âme avec lui-même. On peut parler avec soi-même, c'est ça le monologue. Maintenant, quand on extériorise le dialogue, la pensée, ça devient un dialogue à 2, à 3, à 4, jusqu'à être une conférence. Donc, tout est né de la philosophie. Et c'est tout simplement pour clarifier de l'académie jusqu'à l'université, tout doit être clair. C'est ça la philo. Mais malheureusement, bon, je ne sais pas, bon, est-ce que les gens, souvent, ils comprennent très bien les philosophes ou pas? Parce que je me dis que quelque part, on dit que quelque part nous sommes fous. Mais la folie est le stade suprême de la connaissance. Quand tu parles à des gens qui ne sont pas de ton niveau, mais là, ils ne pourront pas te suivre. Et c'est ça qui se passe actuellement entre les philosophes et le peuple. Et les philosophes, ils doivent être là. Je ne dis pas qu'ils corrigent tout, mais sur certaines questions, ils doivent se prononcer pour éclairer les gens. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Mike. Bien, donc, comme il a dit, on va essayer de résumer au maximum. Maintenant, je vais commencer par une question qui est bizarre. Elle est compliquée à régler. Et on me l'avait aussi posé le mercredi passé. C'est vous, professeur de philosophie, êtes-vous philosophe? C'est vraiment compliqué. Ah oui. Ouais, je l'avoue. Maintenant, bon, j'avais dit, et je sais que je vais répéter seulement, j'ai dit que nous sommes des historiens de la philosophie. On n'est pas tellement philosophe. Parce que pour être philosophe, il y a quand même des critères. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir avant de se dire philosophe. Et la première des conditions, c'est peut-être d'arriver à un certain niveau. La plupart de ceux qui sont ici, on peut dire qu'ils l'ont. Mais comme on n'a pas commencé à écrire des ouvrages, on n'a pas pris en charge des thèses, comme Socrate l'a fait avec la maïotique. On n'est pas comme de grands philosophes français comme les Michel Onfray, les BHL, Bernard-Henri Lévy, comme Sémou Pathé, Fossé Pathé, comme, voilà, c'est ça, comme Solon Bachir Diagne. Ces gens-là ont écrit. Mais nous, franchement, bon, on se contente de répercuter ce que nous avons déjà appris et ce que nous avons glané ici et là. Maintenant, bon, quelqu'un qui est un peu courageux peut se dire philosophe, tout en étant professeur de philosophie. Donc voilà, la question est assez subjective. Chacun va la régler comme il l'entend. Maintenant, par rapport aux autres questions, là aussi, comme Bach l'a dit, il y a des questions qui se recoupent. On va essayer de les synthétiser au maximum. La violence est-elle nécessaire à l'État? Là, c'est une question qui est assez centrale quand nous sommes dans le thème de l'État. Comme l'a dit Max Weber, sans violence, il n'y a pas d'État. Parce que, comme l'a dit Pascal, si vous avez une justice qui n'a pas de force, cette justice ne sera pas appliquée.
Mais quand vous avez aussi une force qui n'est pas juste, là nous courons tout droit vers ce qu'on appelle la tyrannie. Maintenant, il faut que la force reste à la loi, c'est-à-dire à l'État. C'est l'État seul qui a la possibilité, qui peut avoir la prérogative de violenter quelqu'un. Maintenant, il y a différentes sortes de violences. Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle la violence symbolique, psychologique. On peut aussi avoir ce qu'on appelle la violence physique. Tuer quelqu'un, l'emprisonner, voilà, le torturer physiquement, ça c'est ce qu'on appelle la violence physique. Mais quand on veut contrôler un peuple, comme certains dirigeants le font, on l'affame, d'accord? On l'empêche d'avoir la sécurité alimentaire qu'il faut, les conditions, comme disait Mbaye tout à l'heure, qu'il faut. Là aussi, c'est une sorte de violence, mais qui est psychologique, qui est symbolique. Et c'est l'État qui peut organiser tout ça. Vous sortez ici, quelqu'un vous apostrophe et vous insulte, même vous donne une baffe, une gifle, mais vous n'avez pas parfois le droit de répondre. Parce que si vous giflez la personne, vous cassez une dent, ce n'est pas cette personne qui a commencé par vous attaquer qui sera inquiétée, mais c'est vous qui serez inquiété. Parce que la réponse a été disproportionnée. C'est pourquoi donc on dit la violence doit être gérée par l'État. Donc c'est lui qui a ce qu'on appelle le monopole de la violence physique légitime. Aucun autre État, individu, aucune autre instance dans le groupe social n'a le droit d'user de la violence. Ça, il faut que ce soit quand même clair. Maintenant, bon, on peut vous donner des exemples quand même. Ousmane Ngom, l'ancien ministre de l'Intérieur, on lui avait demandé de venir répondre à la justice, enfin on va dire aux enquêteurs à Colobane. Ousmane Ngom refuse, monsieur le ministre refuse. Il va à Kolda. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État a dépêché un avion spécial pour aller le cueillir à Kolda et l'amener pour qu'il soit qu'il soit fort, même s'il va m'écraser. Mais je sais qu'il va me protéger contre les envahisseurs extérieurs. Surtout là, au niveau des temps où nous sommes, avec le djihadisme et ces sortes de mouvements un peu bizarres. Donc là, il faut choisir d'avoir un État qui soit fort, qui va utiliser peut-être malencontreusement la violence, mais là au moins on sera protégé. Bien, donc voilà pour la première question. Alors, est-il légitime de désobéir à l'État? Là, je répondrai évidemment par oui, mais également par non. Si l'État, ce qu'il fait est légitime, c'est-à-dire que si les lois qui sont prises, si les décisions qui sont prises émanent du peuple et vont dans le sens voulu par le peuple, là, je crois qu'il n'y aurait pas possibilité de désobéir. Maintenant, si l'État n'est là que pour lui-même, c'est-à-dire si les dirigeants ne sont là que pour eux-mêmes, là quand même le peuple a ce qu'on appelle le devoir, le droit de sédition. Et là, on pense comme Hobbes en parle, même si avec Hobbes vous avez ce qu'on appelle l'État totalitaire. Parce que le Léviathan, il doit avoir les coups de franche. Il ne doit pas être bloqué par quoi que ce soit. Mais pourtant, même chez Hobbes, vous avez le devoir, vous avez le droit de sédition. Donc le peuple a le droit de se soulever. Si ce qu'on veut lui faire n'est pas juste. Maintenant, tout dépendra de la maturité du peuple. Et c'est pourquoi aussi on dit qu'on a le type de gouvernement, chaque peuple a le type de gouvernement qu'il mérite. Parce que parfois le peuple n'est pas assez éclairé, comme d'ailleurs l'a dit Rousseau, parfois le peuple va préférer toujours le pain à la liberté. Parfois le peuple n'est pas très éclairé pour voir les enjeux qui sont à l'intérieur des décisions qui sont prises par l'État. Alors il y a une question aussi qui est liée un peu à ça. Le gouvernement d'aujourd'hui n'est-il pas une appartenance en soi-même? Alors, bon, celui qui gère l'État, en fait, il agit d'abord pour soi. Ça, on ne peut pas ne pas l'accepter. C'est pourquoi on dit que la fonction fait l'homme, comme l'homme fait la fonction. Obama n'est pas Trump, sinon ça se saurait. Nous, aujourd'hui, c'est clair que si on avait à choisir, on va choisir Obama. Ça, c'est sûr. Parce que le type de gouvernance n'est pas pareil. Trump, comme il a dit, c'est l'Américain, l'Amérique first, Amérique d'abord. Mais s'il pouvait même mettre l'accent sur l'Amérique d'abord et ne pas inquiéter les autres contrées, les autres populations, les autres peuples, on pourrait peut-être accepter cela. Mais on voit qu'il met l'accent sur l'Amérique d'abord, mais Trump aussi est quelque part raciste. Et il agit dans un sens qui n'est pas tellement pour l'universalisme. Comme l'a dit Senghor aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur ce qu'on appelle le métissage culturel. L'Amérique n'est pas blanche. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous bloquer. Ça de bloquer l'immigration. Pourtant, les États-Unis, c'est le produit d'une immigration. Voilà, depuis le 19e siècle, 18e, 19e siècle. Voilà, même les Blancs ne sont pas autochtones. Les Blancs viennent d'Europe. Les Italiens, les Irlandais, les Allemands, voilà, même les Japonais, les Chinois. Donc les États-Unis, c'est un peuple d'immigration. Maintenant, on veut bloquer, voilà, certaines personnes qui voudraient s'y rendre. Et là aussi, le mécanisme proposé n'est pas toujours approprié. Donc je crois qu'on ne peut pas
ne pas montrer qu'il y a une appartenance en soi-même quand nous sommes avec le gouvernement. Maintenant, bon, évidemment, il faut que les gens pensent un tout petit peu au peuple aussi. Bien, bon, lui, celui qui a posé cette question-là m'a spécifié. Donc, est-ce qu'on peut... vous nous aviez bien présenté l'État en tant que pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas parler de l'État en dehors du pouvoir? C'est impossible. Tout simplement impossible. Sans pouvoir, il n'y a pas d'État. J'ai dit, il y a 3 choses qui font l'État. Vous avez le pouvoir, vous avez le peuple et vous avez le territoire. Le territoire, ça peut peut-être être nuancé. Mais sans pouvoir, il n'y a pas d'État. Parce que l'État, comme je l'ai dit, c'est l'instance qui incarne la force. L'État, c'est lui qui doit se tenir debout, statut, situation. Donc c'est lui qui contrôle la force publique, la puissance publique, comme on dit. Maintenant, s'il n'y a pas de pouvoir, vous n'avez pas d'État. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc l'État, c'est lui qui doit gérer le pouvoir. Et il faut forcément interconnecter État et pouvoir. Bien. Il y a une question quand même que j'aime bien, parce qu'elle est d'essence de Montesquieu. Pourquoi dit-on dans un État où l'on n'entend pas de bruit, le bruit d'un conflit, c'est que la liberté n'y est pas? C'est une bonne question. Montesquieu dit, quand vous avez une société qui est calme, qui est apaisée, c'est-à-dire vous avez là une chape de plomb. En fait, ce n'est pas que les gens ne veulent pas ou ne veuillent pas se manifester du tout, mais c'est que les gens n'ont pas la possibilité de manifester, en fait. Et ça, il faut être sûr que la liberté n'y est pas. Au Sénégal, quoi qu'on puisse dire, quand nous voulons quand même manifester, parfois on le fait. Même si le président actuel ou le régime actuel a plus ou moins grignoté pas mal de nos droits, pas mal de nos prérogatives. Parce que vous savez, il y a beaucoup de libertés dont les citoyens doivent se prévaloir, comme la liberté de pensée et d'expression, la liberté de circulation, la liberté d'établissement, la liberté de conscience, mais surtout celle-là consistant à dire ce que l'on veut, mais de façon plus ou moins bruyante, c'est-à-dire par la marche. Maintenant, si dans un État, il n'y a pas de marche, personne ne bouge. Montesquieu dit, la liberté n'y est pas. Il a raison. Donc il faut que ça bouge. Malheureusement, si ça ne bouge pas par la marche, si ça ne bouge pas par l'expression, il arrivera un moment où ça va forcément bouger. Et là, ce sera un peu compliqué. C'est pourquoi donc il faut qu'en démocratie, en tout cas, il faut que le régime, le gouvernement en place, puisse laisser les gens manifester comme ils le veulent. Voilà, maintenant, c'est à encadrer. Parce que parfois aussi, l'État peut avoir des informations que les marcheurs n'ont pas. Et là, il faut que l'État, voilà, les contrôle, on peut les encadrer. Mais sinon, pour l'essentiel, s'il n'y a pas trop de complications, l'État doit permettre aux gens de manifester. Parce que c'est ça qui fait que la liberté sera de rigueur, sera de mise. Donc voilà les quelques questions auxquelles je voulais apporter quelques clarifications. Évidemment, il y a aussi une question qui a porté un peu sur la liberté, on peut la brosser. C'est le rapport entre le libre arbitre et le déterminisme. Ou bien, qu'est-ce qui fait la différence? Quand on parle de déterminisme, on entend par là un enchaînement. Déterminer, c'est fixer des limites. Alors, donc cela veut dire que la liberté peut être bloquée par le déterminisme si on ne le comprend pas. Mais celui qui comprend les lois naturelles déjà, celui qui comprend les lois de la société, celui qui se comprend, comme le disait tout à l'heure Michel Kanouté, parce que vous savez qu'en nous, on a deux parties essentiellement. Vous avez la partie consciente, vous avez la partie inconsciente. Et parfois, cette partie consciente-là est fortement motivée, mue par la partie inconsciente. Donc, pour être libre, il faut quand même se connaître. Mais il faut aussi connaître les lois. Il faut aussi connaître les lois de la nature. Et là, si vous percevez ce déterminisme, vous pourrez acquérir votre liberté. Maintenant, quand on dit libre arbitre, vous avez liber, qui signifie libre, vous avez arbitrum, qui signifie jugement de l'arbitre. Donc cela veut dire que celui qui a le libre arbitre, il peut juger, il peut décider sans qu'il y ait une pression extérieure, mais également intérieure. Maintenant, la pression extérieure, on peut la refuser, mais celle-là intérieure sera toujours compliquée, parce qu'il faut toujours avoir des motivations, des mobiles, des motifs qui vont nous échapper. Maintenant, bon, sur le plan externe, on peut éviter d'être bousculé, d'être poussé à faire ceci ou cela. Donc voilà le rapport que vous pouvez avoir entre libre arbitre et déterminisme. Donc, celui qui comprend le déterminisme, il ne peut pas, sa liberté n'est pas bloquée. Maintenant, si vous ne le comprenez pas, évidemment, l'enchaînement va s'imposer à vous. Et là, vous allez perdre quelque part votre prérogative. On peut donner un exemple terre à terre. Le tremblement de terre, par exemple, en Haïti, on a eu un tremblement de terre il y a quelques années. Vous avez eu 300 et quelques mille morts. Au Japon, tous les jours presque, vous avez un tremblement de terre. Et c'est quelques blessés, parfois en mort. Parce que les Japonais ont compris la nature. Ils ont appris à construire, à
bâtir avec des normes antisismiques. Mais quand on prend les Haïtiens, on prend même les Italiens, à chaque fois qu'il y a un commentaire là-bas, il y a des problèmes. Parce que les gens n'ont pas intégré cette donne sismique. Et c'est ça qui fait que, par rapport à la nature, comme le dit Bacon, c'est celui qui comprend les lois de la nature qui peut être libre. On ne commande à la nature qu'en obéissant à ses lois. Maintenant, commander ici, c'est quoi? C'est comprendre les lois de la nature. Comme M. Samb l'a dit, avec la science et la technique, on peut être maître et professeur de la nature. Donc je dois comprendre la nature, et là, je pourrai préserver ma liberté. Je vous remercie. Donc il y a quelques questions qui me sont posées. La première, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur la méthodologie de la dissertation? Sommairement, je dirais que l'architecture de la pensée requiert de considérer la cohérence comme le fondement de sa pertinence. Ça veut dire que, justement, si vous voulez que votre pensée ait une certaine pertinence, il faut que les éléments qui la composent se tiennent solidairement. Alors, l'introduction n'est rien d'autre qu'un signalement de ce que vous allez faire dans le reste du devoir. Donc, il faut qu'il serve de miroir. Si l'introduction est assez étoffée, vous donnez la preuve que vous avez bien localisé le problème. Tantôt, un collègue a parlé de circonscription. La circonscription est une délimitation, c'est-à-dire une manière de préciser que ce que j'indique exister est essentiellement inscrit dans tel champ de pensée. Donc, périphériquement, les éléments qui ne s'y rattachent pas doivent être exclus. Et si donc vous ne réussissez pas votre introduction, vous faites facilement une digression. Ce qui exige au départ une bonne analyse du sujet. Or, pour analyser, il faut repérer les mots-clés. Qu'est-ce que j'entends par mots-clés? Par mots-clés, je vais intégrer la double fonction de la clé, à savoir la fonction d'ouverture et la fonction de fermeture. Analysant donc les mots, je verrai quel est l'horizon intellectuel qui s'offre à moi, autant qu'il s'enferme un autre pour moi. Et c'est ce qu'on appelle l'approche par analogie. Ensuite, je fais l'approche par opposition, c'est-à-dire j'essaie de voir quels sont les termes contraires aux termes clés. Et dès lors, je peux faire des reformulations à travers lesquelles j'essaie de faire l'approche par complémentarité, qui me permettra d'identifier le problème et de délimiter justement, disons, le champ de la réflexion. Et du coup, tous les indices seront effectivement signalés dans le brouillon. C'est-à-dire quoi? Le brouillon n'est pas gratuit. Le brouillon est une manière de libérer de ma tête ce qu'il y a comme brouillon. Voilà, je vais purifier mon esprit de toute incohérence dont il est affecté du fait d'être porté à me précipiter. Et puisque je suis porté à me précipiter, j'ai 240 minutes, je pense. 240 minutes, si je consacre 1h30, donc 90 minutes à travailler mon brouillon, rationnellement parlant, je peux m'en sortir. Mais c'est que vous êtes un peu pressé parce que vous mordez justement le stylo et vous vous perdez dans la mémoire. Hein? C'est ça. Vous êtes un peu dans la tradition de restitution mécanique. L'exercice de dissertation n'est pas une répétition mécanique des connaissances. C'est une réflexion personnelle sur un problème précis à partir de connaissances accumulées au cours de l'année. Je ne parle pas seulement de connaissances accumulées, mais aussi assimilées. Parce que dans l'accumulation, il y a une forme d'indigestion. Alors que dans l'assimilation, il y a des raccourcis qu'on peut trouver justement pour aménager des plages d'équilibre entre les courants en conflit. Voilà, il ne s'agira pas naturellement de citer, mais votre propre production personnelle. Ça, c'est fondamental. L'analyse est capitale pour faire un bon sujet de dissertation ou de commentaire. Quelles sont les insuffisances de la science et de la philosophie? Je pense que la question est mal posée. Peut-être vous voudriez dire quelles sont les limites de la science et de la philosophie. Je vous répondrai en disant simplement que les limites du fanatique et de l'ignorant correspondent justement aux forces du scientifique et du philosophe. En d'autres termes, si le langage ne peut pas épuiser donc le réel, l'esprit non plus ne peut pas épuiser le champ des possibles. Ça veut dire simplement que l'infini est ce vers quoi nous tendons.
Et puisque nous tendons vers l'infini, il n'y a ni limite dans la science, ni limite dans la philosophie. Comme le disait effectivement Martien Toa, la limite ne peut pas affecter l'esprit, mais simplement cet homme-là. Et c'est cet homme-là qui, victime des contingences sociales, reconnaît ou se reconnaît à lui-même ses propres limites. Mais l'esprit en lui-même n'a pas de limite puisqu'il tend vers l'infini. Et l'infini contient le champ de tous les possibles. Donc, il me semble que vous devez reconsidérer la problématique de ce qu'on pourrait appeler force ou faiblesse. Ça n'a pas de valeur en matière de réflexion philosophique. En français, le problème avec le français, c'est que la contradiction est ce qu'il y a de plus banal à faire. Le modèle d'ailleurs qu'on vous donne, c'est thèse, antithèse. Votre père est gentil, il vous donne des cadeaux. Oui, d'accord. Votre père n'est pas gentil, il vous gifle souvent. Contradiction. C'est-à-dire, il n'y a pas une certaine cohérence dans la démarche. Ici, la démarche ne voudrait pas faire percevoir que la philosophie a des limites. La philosophie est forte dans tel sens et dans tel autre. Non, ce n'est pas conséquent. Le problème, c'est de montrer que la philosophie est une activité de l'esprit et sa nature est rationnelle. Puisque c'est une activité de l'esprit et que sa nature est rationnelle, elle s'exerce de comprendre le réel. Pas en intégrant l'ordre des mystères, mais en questionnant simplement. En questionnant. Donc, qu'on n'essaie pas de trouver à la philosophie des limites objectives, puisqu'il n'y a pas de limite objective assignable à l'esprit. Ça, c'est très évident. Je ne suis pas en train de considérer que je serai athée. Parce que si on me dit Dieu est là, c'est le refuge des faibles, comme disait Spinoza. Car réduire tout à Dieu, c'est négliger que dans la réalité, il y a la possibilité de voir un athée. Est-ce que l'athée n'est pas homme? Allez, c'est la question. Est-ce que l'athée est moins homme qu'un musulman? Soyons raisonnables quand même. C'est-à-dire, nous devons nous débarrasser de toutes les influences qui ont alimenté notre esprit à penser que le monde est réduit à notre mode de représentation. Bon, ça c'est donc les premières questions qui m'ont été posées, je pense. Deuxième question, étant en face d'un sujet philosophique, comment peut-on procéder pour amener le sujet? Je l'ai dit, hein, je pense que c'est la même réponse. Hein. Voilà. En ce qui concerne les citations, n'est-il pas obligatoire d'en donner au cours du développement? Obligatoire est le mot dont j'ai peur. Car quand on dit obligatoire, on vous force à le faire. Il serait peut-être conseillé de ne pas négliger les citations. Mais il ne faudrait pas en faire une obligation parce que, à recourir aux citations sans motif valable, finalement, on ne disserte pas. On fait concurrencer des théories. Les citations ne doivent pas venir comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il faut qu'il y ait une articulation dialectique et logique entre justement les situations où vous engagez votre réflexion et les citations auxquelles vous faites appel pour la renforcer. Mais si justement vous vous permettez simplement, comme vous y êtes habitué, à dire selon Descartes, selon Kant, et selon vous, c'est la question, et selon vous, et vous dans tout ça, hein? Et vous dans tout ça, vous représentez quoi? Parce que ce n'est pas Descartes qui est interpellé. Ce que Descartes a dit, votre père ne l'a pas dit, votre grand-père ne l'a jamais dit. Mais peu importe. Selon le prophète, peu importe ce qu'il a dit, le prophète. Peu importe Bukhari ce qu'il a dit. Vous, en tant que commentateur, en tant qu'islamologue, qu'est-ce que vous dites de ce que Bukhari a dit? Même si on considère que c'est un dogme. Hein? Moi, une fois, je suivais l'être musulman, Moussa Gueye dit, quand quelqu'un, justement, on lui pose la question, quelqu'un qui a un débit de boisson, quelque part, on construit une mosquée, il donne sa contribution. Quelle doit être mon attitude? Il dit, oui, je vais utiliser. Je dis, mais logiquement, moi, avec ma logique, je ne vais pas concevoir cela. Parce que si quelqu'un fait quelque chose de prohibé par l'islam, les produits de son activité doivent être prohibés, logiquement. Mais en fait, du point de vue du dogme, on me dit qu'il n'y a pas de problème, on ne gère pas. Donc, vous voyez un peu, même dans l'islam, il y a des incohérences. La pire des incohérences dans l'islam, c'est de dire que le mariage mixte est toléré entre un musulman et une chrétienne. Chacun considère sa religion. Mais l'inverse, ce n'est pas possible. Non, c'est une incohérence. Du point de vue de la logique. On peut attaquer ça, c'est une incohérence. Oui, c'est une incohérence. Ce n'est pas de la mécréance, hein. Mais du point de vue du raisonnement logique, c'est une incohérence. Donc, on évite les incohérences, hein. C'est fondamental. En ce qui concerne les citations, est-il obligatoire? Bon, j'ai répondu, hein, c'est pas important. Donc, les citations, ça vous paralyse intellectuellement. Tout ce qui se réfugie derrière les citations, d'ailleurs, il semble donner l'impression d'être fort. Et Gaston Bachelard, que j'aime bien, dit la connaissance générale est une connaissance fatalement vague. Mieux encore, il précise, du livre édité au livre lu, il y a si loin du livre assimilé, compris, retenu. Ah oui. Les gens aiment à débiter des livres sans savoir ce que c'est. Récitation mécanique. Vous les arrêtez sur un mot, il ne peut pas expliquer.
principalement les juristes là. S'il y a un domaine où la connaissance n'est pas stable, c'est le droit. Oui, oui. Au Sénégal, vraiment, moi je me dis qu'on n'a pas... Les juristes, vraiment, c'est les fantaisistes du langage, hein, c'est ça. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de stabilité, quoi. Hein. Interprétation, mais c'est pas possible ça. Hein. C'est pas possible, ce n'est pas une connaissance ça. La connaissance doit reposer sur du stable. Voilà, vous ne pouvez pas sur une question avoir 1000 doctrines, ce n'est pas possible. Voilà, donc dernière question à considérer. Pouvez-vous expliquer, bon, on vous dit... Dans la vie, la liberté existe-t-elle? La liberté existe-t-elle? C'est quoi déjà la liberté? Moi, je ne sais pas. Hein? Nous sommes libres quand nous exprimons la totalité de notre personnalité toute entière, disait Henri Bergson. Enfin, c'est ça ce qui me plaît dans la liberté. Exprimer la totalité de votre personnalité toute entière. Mais est-ce possible? Donc c'est un idéal. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un idéal, la liberté. Hein? C'est un idéal. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Parce que, partant de Bergson, quand j'ai lu ce passage, je me suis mis à penser, mais attends, nous sommes libres quand nous exprimons la totalité de notre personnalité tout entière. Il y a peut-être en moi le bisexuel. Je pourrais être un travesti. Et je heurterai les normes de la société. Exemple, hein? C'est un cas de figure possible. Il y a un pédophile en moi, j'agresse une jeune fille. Parce qu'on a dit la totalité de notre personnalité tout entière, ce qui veut dire que la part de nous qui est enfouie doit sortir. Sans blocage, sans censure. Mais attendez, on sera un animal. Voilà la question. Donc la liberté ici apparaît comme un idéal, pas une réalité. Je vous en prie, merci. Je crois que M. Yann vient de donner une réponse claire à l'élève qui avait posé la question de savoir est-ce que les professeurs de philosophie sont des philosophes? Moi, je pense que celui-là, c'est un vrai philosophe. C'est un vrai philosophe. Ok, alors. Donc, je vais répondre aux questions qui m'ont été adressées. Elles sont très nombreuses, hein? Et donc je vais faire comme mes collègues, je vais essayer donc de prendre donc les questions qui se regroupent, donc pour essayer donc de les répondre. Alors il y a cette première question, je vais essayer donc d'être bref, comme l'a recommandé M. Diouf, il m'a dit de ne pas être long. Alors, la beauté dont il s'agit en art est une beauté libre, donc a dit Kant dans la critique de la faculté de juger. La beauté dont il s'agit en art est une beauté libre. Je crois que j'en ai parlé. J'ai dit que, bon, c'est Kant lui-même qui a dit que l'art est une activité libérale, alors que le métier est mercenaire. C'est-à-dire que l'art est une activité qui ne doit pas être assujettie à une finalité extérieure, ou bien à quelque chose qui va revêtir un caractère utilitaire. Par exemple, le menuisier qui fabrique donc un joli lit, cette beauté-là n'est pas une beauté artistique. Parce que donc, il a été soumis à des règles. Et en tant que tel, cette beauté qu'il produit n'est pas une beauté libre. J'ai dit qu'une beauté libre, a dit Hegel, c'est une beauté fantaisiste. C'est une beauté qui sort de l'ordinaire. Ça veut dire que l'artiste n'a pas à se conformer aux normes, aux règles. Il écoute son génie créateur. Donc, son initiative personnelle. Il va puiser au plus profond de lui-même. Il va refléter son monde à lui. Donc, l'artiste ne fait que exprimer donc sa subjectivité. Donc, il est libre. Et j'ai aussi parlé de l'animal. L'animal qui agit sous le coup de l'instinct. Ce n'est pas l'animal qui agit, parce qu'il n'est pas libre. Georges Goudov aime à dire que la conscience est la terre natale donc de la liberté. Si on n'est pas conscient, on n'est pas libre. Donc la production qui va émaner de nous aussi ne peut pas être une production libre. Donc l'artiste ne doit pas se soumettre aux règles, mais aussi il peut agir donc comme bon lui semble. Donc si maintenant
produit quelque chose, on peut dire que c'est une production libre, puisque c'est une production qui n'est ni désintéressée, qui n'est pas faite sous le coup de l'instinct et qui ne revêt pas un caractère utilitaire. Quelle est une œuvre d'art qui répond aux règles éthiques et quelle est une œuvre d'art qui ne répond pas aux règles d'éthique? C'est ça qui pose problème. Donc, j'avais bien compris la question. Donc, vous portez un jugement. Mais, quand on porte un jugement de valeur, c'est par rapport à des normes de référence. Mais est-ce que vos normes de référence sont des normes de référence universelles? Qui recoupent les... Voilà. C'est ça le problème. C'est pourquoi je dis que vous portez un jugement sous l'angle de votre religion. Parce que votre religion n'aime pas les djinns désirés. Mais ailleurs, mais ça passe inaperçu. Donc ça pose problème. Donc c'est ce que Pascal dit. Vérité en deçà des Pyrénées, mais erreur au-delà. On n'a pas les mêmes normes de référence. Donc c'est ça qui pose problème. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, lorsqu'il s'est agi donc d'amener ici donc le monument donc dans la Renaissance, cela a soulevé donc une polémique. Parce qu'il y a des chefs religieux qui n'étaient pas d'accord. Mais un homme occidental peut voir que ça c'est beau. Ouais. Donc ça dépend. Donc ça dépend des normes de référence. Or, on ne partage pas les mêmes normes. On n'a pas la même culture. Il y a une diversité culturelle qui fait qu'on ne peut pas porter les mêmes jugements. Donc c'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Non, pour te compléter, mais ça se voit ici au Sénégal. Hein. Une artiste monte sur scène, s'habille d'une certaine manière, les filles l'imitent sans comprendre ce qui se passe. Ah mais c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Ah si, j'ai bien compris. L'artiste sur scène, c'est un personnage. Ce n'est pas une personne qui est dans la société, qui respecte des normes et des règles. Ah mais c'est ça. Si j'ai bien compris. La Sénégalaise qui porte le jean là, déchiré là. Mais elle fait du civisme là. Mais est-ce qu'elle comprend ce qu'elle fait là? Sa culture ne lui permet pas ça. C'est tout. On n'est pas aussi libre que ça. Hein. Ça pose le problème de la liberté de l'artiste. Est-ce que l'artiste au Sénégal, il est libre de faire tout ce qu'il veut? Mais gars, il doit les censurer. Ndeye Gueye def na fi fii benn xaw ma guddi temps gars yi censuré ko artistes yëpp jóg ne mais on l'avait sorti de prison mais c'est ça. Bokkul fi ñun moomuñu ko. Ça ne fait pas partie de notre culture. Alors, il y a une question qui m'est venue tout à l'heure. Est-ce que l'art est forcément beau? Qu'est-ce que le beau? La question revient. Qu'est-ce que le beau? Est-ce qu'on peut savoir ce qui est véritablement beau et ce qui ne l'est pas? C'est subjectif. On n'a pas les mêmes sensibilités. On n'a pas les mêmes canons esthétiques qui nous permettent donc de porter un jugement objectif sur ce qui est beau et sur ce qui ne l'est pas. Donc ça revient. Et j'ai parlé avec Hippias, en tout cas j'ai mentionné donc l'ouvrage de Platon, Hippias majeur, où Socrate simplement entretenait un dialogue avec Hippias sur le beau. Mais je vais répondre par une citation de Kant. Est-ce que l'art est forcément beau? Je dirais que Kant dit que l'art n'est pas forcément la représentation d'une belle chose, mais c'est la belle représentation d'une chose. Il y a une différence. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer de scènes horribles, laides, et réussir un chef-d'œuvre. Voilà, donc je vais terminer par ça. Oui, toujours avant M. Samb, nous voudrions saluer la présence du chef du cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, qui en principe devra être là. Son chef de cabinet Balayop est là. Donc, d'un mois à l'autre, il pourra être là. On attend, souhaitons qu'il soit là avant qu'on termine. Donc, M. Balla, merci de cette présence, de venir nous accompagner. Oui.
peut-on différencier la conscience et l'inconscient? Il a écrit inconscience. C'est inconscient avec T à la fin. Souvent les élèves disent conscience, inconscience. C'est pas ça. Conscience, inconscient avec T à la fin. Bien. La conscience, comme on l'a défini souvent dans les cours, c'est la connaissance que l'homme a de lui-même, du monde extérieur, de ses actes, de ses états. Donc, par la conscience, l'homme dit, fait tout ce qu'il fait en toute connaissance de cause. Cette conscience se décline à 3 niveaux. Il y a d'abord la conscience spontanée ou psychologique. Il y a aussi la conscience morale, par laquelle nous distinguons le bien du mal. Et il y a aussi la conscience réfléchie, par laquelle nous cherchons à connaître les choses. Ces 3 niveaux de conscience sont différents de l'inconscient. L'inconscient n'est rien d'autre que la partie sombre de la conscience. La partie, les zones d'ombre dans la conscience. Donc, voilà la différence fondamentale entre conscience et inconscient. Et l'inconscient, comme on l'a dit, est gouverné par le principe du plaisir. L'inconscient, selon Freud, n'est qu'un réservoir de pulsions, d'instinct, de désir, de plaisir. Dans l'inconscient, les désirs ne cherchent qu'à être satisfaits. Or, la conscience, elle, n'est pas gouvernée par le principe du plaisir, mais au contraire, elle est gouvernée par le principe de réalité. Les plaisirs, les désirs que nous éprouvons, est-ce qu'ils peuvent être satisfaits ou pas? Là, la conscience tient compte à la réalité sociale, morale, religieuse, etc. Bien. Ensuite, un autre élève a dit, qu'est-ce qui est naturel et culturel chez l'homme? Chez l'homme, on peut dire que ce qui est naturel, c'est ce dont l'homme naît avec. Ça, c'est naturel. Tout ce dont l'homme naît avec, c'est naturel. Oui, c'est inné. L'homme naît avec. Le culturel, maintenant, c'est tout ce qui est acquis par l'homme. Tout ce que l'homme a acquis au cours de sa vie, de son existence. Maintenant, cette différenciation-là, qu'on peut faire du point de vue théorique, n'est pas possible du point de vue dans la réalité. Parce que dans la réalité, l'homme est bioculturel, l'homme est naturel, l'homme est culturel. L'homme, c'est les deux à la fois. Comme l'a dit Edgar Morin, l'homme est un être bioculturel. Lévi-Strauss dit que l'homme est naturellement culturel et culturellement naturel. Donc, il est impossible de séparer chez lui ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture. Un autre élève a dit, quel est le philosophe qui a commencé la critique de la conscience? Beaucoup de philosophes ont critiqué l'hypothèse la conscience ou l'inconscience? Ça doit être l'inconscience. L'inconscient. Ça doit être l'inconscient. Parce que sinon la question n'aurait pas de sens. Sartre a critiqué la conscience parce que Sartre lui pose l'homme comme un être de totale liberté, totalement libre, et que cette liberté doit être pleinement assumée. Et pour qu'elle soit pleinement assumée, il faut qu'on rejette l'idée d'inconscient. Alain aussi a critiqué l'inconscient. Pour Alain, poser l'hypothèse de l'inconscient, c'est ruiner l'homme en tant que sujet moral. Parler de l'inconscient, pour Alain, c'est ruiner l'homme en tant que sujet moral. L'homme est un être moral. Donc, on ne peut pas mettre en avant l'idée de l'inconscient pour trouver des excuses à nos fautes, à nos imperfections. Donc, voilà deux penseurs qui ont tous critiqué l'idée d'inconscient.
bon kii moom nee na est-ce qu'on conçoit l'idée selon laquelle la vérité scientifique, qui est une erreur rectifiée, pour parler comme Bachelard, pourquoi est-il encore nécessaire d'ouvrir un besoin ardent sur elle? Si je comprends bien, il veut dire que si l'homme n'accède pas à la vérité, pourquoi il continue à la chercher? Ou bien c'est pas ça? J'ai pas compris. Il dit que si les vérités scientifiques ne sont que des erreurs rectifiées, pourquoi on continue à les chercher? En un mot, c'est ça. Donc, il veut dire que si l'homme ne peut pas atteindre la vérité, pourquoi ne renonce-t-on pas à sa recherche? Et ça me fait penser à un sujet qui a été donné au baccalauréat. Le fait que ce qui est tenu pour vrai change avec le temps, doit-il nous pousser au scepticisme? Donc, le fait que les vérités que la science nous donne ne soient pas des vérités éternelles, ceci ne doit pas nous pousser à renoncer à les chercher. Parce que renoncer, c'est capituler. Renoncer, c'est se déclarer vaincu. Renoncer, c'est abdiquer. Renoncer serait ici la fin de la pensée critique. La fin de la pensée critique. C'est la mort de la pensée critique. Or, l'homme est un être épistémophilique. L'homme aime connaître. Même s'il ne connaît pas, il aime connaître. Ce désir de connaissance est naturel en l'homme. Donc, le fait que la science ne nous donne pas des vérités définitives n'est pas une excuse pour renoncer définitivement à chercher la vérité. Parce que l'homme est un être conscient. Et étant doué de conscience, il cherchera toujours à connaître, à comprendre. Bien, il y a un autre qui dit la technique produit des microbes. La technique fait peur. D'une part, la technique produit des microbes. D'autre part, la technique fait peur. Qu'est-ce que suggère? Oui, que vous suggère ce rapprochement? Mais c'est les deux aspects positifs et négatifs de la technique. D'une part, par la technique, l'homme fait des merveilles. Par la technique, l'homme améliore considérablement ses conditions de vie, ses conditions d'existence. Mais aussi, par la technique, l'homme est capable de faire le pire. L'homme est capable de faire des choses totalement immorales. L'homme est capable de faire des choses qui peuvent même être une menace pour l'homme et pour l'humanité. Dans ce cas, on se retourne à la question qui voudrait que la science et la technique soient séparées de la philosophie. Parce que la science nous donne de la connaissance, la science nous aide à trouver les lois secrètes de la nature, mais la philosophie, elle aussi, nous donne de la sagesse. Parce que la philosophie se définit elle-même comme amour de la sagesse. Donc, par philosophie, il y a quête de sagesse. Donc, quête de moralité. Quête d'une vie vraiment saine. Donc, c'est deux domaines différents dont l'homme a besoin de tous les deux. L'homme a besoin de connaissance par la science. L'homme cherche la connaissance, mais par la philosophie aussi, l'homme cherche la sagesse. Donc, science et philosophie doivent collaborer pour le mieux-être de l'homme au grand bénéfice de l'homme. Bien. N'est-il pas inutile de philosopher dans ce monde dominé par la science? Bon, on en a un peu parlé, c'est la même chose. C'est vrai que le monde est envahi et dominé par la connaissance scientifique et surtout par ses applications techniques. La science nous envahit jusque dans nos
maison, jusque dans nos chambres à coucher. Même là où nous sommes, il y a toujours les manifestations et les réalisations de la science. Mais ceci ne doit pas enterrer la philosophie. La philosophie est en quête de sagesse. L'homme doit toujours chercher à se rendre plus sage. Donc, la science, même sans la philosophie, elle est même un danger pour l'humanité. Donc la science, c'est dans ce sens même que la science, la philosophie doit jouer le rôle de conscience pour la science et la technique. C'est la dernière. Pourquoi dit-on que la philosophie est la conscience de la science? C'est la même chose. Non, mais il faut C'est les mêmes qui reviennent. c'est les mêmes qui reviennent. Ok. Alors, s'il vous plaît, nous avons passé une excellente journée aujourd'hui. Nous n'allons pas la gâcher comme ça. Vous voyez que la salle se vide au fur et à mesure. Nous attendons, il faut le dire, nous attendions le ministre de la Justice, qui n'est pas encore là. Et on ne voudrait pas que ça se termine en queue de poisson. Donc, nous allons rapidement procéder.